tous et bienvenue sur 15 à Milan. La Nazionale joue demain à 21h son deuxième match de l'Euro face à la Suisse. Nous vous présentons l'avant-match avec Superio et Rango. Salut à vous. Salut. Salut. Superio, commençons par les enseignements à tirer des deux premiers matchs du groupe et par une mise en perspective de ce qui pourrait, en cas de victoire, nous permettre de décrocher la qualification dès demain soir. Écoute, les enseignements sont les suivants. L'Italie a gagné, comme on a pu le commenter, contre la Turquie vendredi. Le Pays de Galles a tenu en échec la Suisse. Donc la Suisse sort d'une mauvaise opération et doit engranger des points. Et nous, une deuxième victoire nous qualifierait, nous permettrait de faire tourner. Un autre facteur à prendre en considération est l'état de fatigue, puisque les Suisses ont eu un jour de récupération en moins et vont avoir pas mal d'heures de jeu. Il me semble que leur match était à Bakou samedi, donc imaginez le temps de récupération, Il ça faisait risque très chaud en d'être, Azerbaïdjan d'après ce que j'ai compris. ça risque d'être dur pour eux, donc on aura peut-être plus de fraîcheur physique face à cette équipe qui est toujours embêtante à jouer, hein. J'ai regardé les derniers résultats internationaux, hein, ils ont quand même tenu en échec le Brésil lors de la dernière Coupe du Monde. Et lors du dernier Euro, ils avaient tenu en échec la France en France. Donc c'est une équipe toujours embêtante à jouer. Et autre chose, très souvent, quand l'Italie réussit son premier match dans une compétition, le deuxième est souvent très difficile à négocier, hein. Pensez à 2014 avec le match contre Costa Rica, ou voire même 2006. Même 2006 contre les États-Unis avec l'expulsion de De Rossi, bien sûr. On a fait un Hein, partout, c'est ça? un partout, il y avait Zaccardo qui avait marqué contre son camp. Rango, faut-il avoir peur de cette équipe suisse? Alors peur, je dirais pas qu'il faudrait avoir peur parce que si on veut faire quelque chose dans cette compétition, il faut qu'on puisse battre ce genre d'adversaire. Mais voilà, moi j'ai eu l'occasion de voir la Suisse jouer lors du premier match contre le Pays de Galles. C'est une équipe qui est très disciplinée, qui est bien en place tactiquement. Elle évolue en 3-4-1-2 avec Rodriguez que l'on connaît bien puisqu'il a joué au Milan en piston gauche. Donc voilà, c'est une équipe qui reste assez solidaire, qui a de bonnes individualités. Je pense notamment au gardien Sommer ou à l'attaquant Mbolo qui a posé de gros soucis à la défense galloise lors du premier match. Mais à côté de ça, il y a aussi des joueurs qui sont des habitués de la sélection, mais qui aujourd'hui sont assez loin de leur meilleur niveau, comme Granit Xhaka, Shaqiri ou encore Ricardo Rodriguez. Mais voilà, c'est une équipe qui, pour revenir sur les résultats internationaux dont parlait Superilio, qui reste sur 9 matchs sans défaite sur la scène internationale et qui a une défense assez imperméable que je trouve assez intéressante avec le trio Helvedi-Char-Akanji qui a été assez solide lors du premier match. Donc je pense qu'il faudra s'attendre à un match assez fermé comme contre la Turquie, même s'il y aura certainement plus de répondants contre la Suisse. La Suisse devrait jouer assez bas, plus bas que contre le Pays de Galles, en laissant le ballon aux Italiens. C'est un scénario que nous, on a déjà vécu contre la Turquie, mais voilà, ici, je pense qu'il y aura plus d'intensité et il faut savoir aussi que la Suisse ne peut pas se permettre une deuxième contre-performance de suite, surtout qu'elle affrontera la Turquie dans le dernier match qui sera peut-être le match décisif pour la deuxième place. Si je l'espère, l'Italie gagne le prochain. Donc voilà, j'attends une bonne Italie avec plus de réalisme parce que contre la Turquie, on a eu de la chance d'avoir un CSC qui a fait sauter le cadenas turc et qui a débloqué la rencontre, mais ce ne sera pas le cas à tous les matchs. Et je pense aussi qu'il faudra pouvoir trouver une alternative offensive aux montées de Spinazzola parce que avec le schéma de la Suisse, il sera probablement mieux contenu. Certainement, je partage totalement ton point de vue sur le réalisme offensif qui a manqué, qui a fait défaut à l'équipe italienne parce qu'on gagne 3-0 sous Palio, mais ça sent quand même le match piège parce que ce 3-0 contre la Turquie, on rappelle qu'à la fin de la première mi-temps, comment dire, on faisait pas les fiers, hein. Ça s'est joué d'abord sur un CSC, après c'est vrai qu'on a déroulé et que ça a été beaucoup plus simple, mais les Suisses, effectivement, tu le rappelais, Rango vient de le rappeler également, c'est une équipe très sérieuse, très bien en place, qui peut également mettre le bus devant le but, et on sait que les Italiens face à des équipes regroupées ont souvent du mal, donc il va falloir éviter le péché d'orgueil après la victoire, certes fleuve, au premier match, mais à mon avis à l'apparence trompeuse. Oui, attention aussi à l'entraîneur suisse, hein, Petkovic, qui a entraîné 2 ans en Italie à la Lazio, qui avait eu des bons résultats. Il a gagné la Coupe d'Italie en 2013. Donc il sait très bien mettre ses équipes en place et bien analyser le jeu adverse. Donc oui, à mon avis, ils ont très bien analysé le jeu italien, les montées de Spinazzola. Donc il faudra plus de variété dans le jeu, plus de patience et être très attentif parce que le joueur dont parlait Rango tout à l'heure, Mbolo, a une bonne pointe de vitesse et sait bien prendre des espaces. Le peu que j'ai vu de lui m'a donné l'impression d'un joueur rapide et capable de poser de gros problèmes avec ses appels dans la profondeur, ce qui peut faire mal à la charnière italienne. Après, j'espère juste qu'ils sont restés les pieds sur terre, hein, après la victoire contre la Turquie, hein.
le résultat était là, certes, mais il y avait quand même pas mal de possessions stériles en première mi-temps. On a eu un peu de mal à conclure. Et je voudrais rajouter que j'ai pas envie de revivre ce qu'ont vécu les espoirs italiens il y a 2 ans lors de l'Euro organisé à domicile avec une très belle première victoire contre l'Espagne, 3-1, et un deuxième match perdu contre la Pologne avec une ribambelle d'occasions et un tir cadré pour le Polonais qui finalement remporte le match et élimine quasiment l'Italie du tournoi et du tournoi olympique. Pas envie de revivre ça. Rango, il y a une autre chose qu'on n'a pas envie de revivre, c'est ce qu'a vécu l'Espagne hier soir, parce que je sais pas si vous avez vu ce fameux Espagne-Suède avec la fameuse domination stérile espagnole. Alors certes un gardien énorme en face, mais surtout un Morata. On parlait de problème d'efficacité offensive, un Morata très décevant. Même les Suédois d'ailleurs ont failli voler le match. Enfin voler, je sais même pas d'ailleurs. Je pense qu'ils ont failli, ils ont touché le poteau, hein, il faut le rappeler. Et c'est vrai que tu parlais de comment dire, ce manque de réalisme italien. Moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que il faudra pas il faudra pas avoir 15 occasions avant de marquer un but. Donc on insiste là-dessus. Et quelle est d'après toi, l'autre clé du match, s'il y en a une, si tu en vois une face à ces Suisses? Oui, alors pour moi, la clé du match va clairement être le milieu. Je pense que Superlio a pointé un aspect important qui est la patience. Il faudra que les joueurs fassent preuve de patience, notamment dans le milieu. Contre la Turquie en première mi-temps, on a eu beaucoup trop de fois les joueurs qui ont perdu patience. On a joué beaucoup trop de longs ballons vers nos attaquants, alors que les défenseurs turcs faisaient 2 têtes en plus que chacun de nos attaquants réunis. Donc moi, c'est un aspect qui m'a fort dérangé lors du premier match. Et je pense que justement le CSC turc a permis de ramener un peu plus de sérénité dans le jeu italien, puisqu'il n'y avait plus toute cette pression d'ouvrir le score, surtout en match d'ouverture. Mais voilà, contre la Suisse, il faudra que le milieu puisse être patient et qu'il arrive à faire jouer les attaquants et les joueurs autour d'eux. Il y a une autre chose qu'il faut surtout pas reproduire et que j'aborde, et je sais que Roland qui nous rejoindra demain soir aborde également, ce sont les corners à deux. Je sais pas ce que tu en penses Superlio, mais il est temps de tirer ces corners une bonne fois pour toutes parce que les corners à deux n'amènent jamais rien. Alors je sais pas combien de joueurs de tête performants, on a Chiellini évidemment, mais je ne sais pas de combien de joueurs de tête performants l'Italie dispose, mais il faut quand même essayer de tirer ces corners correctement Superlio, non? Et je suis d'accord, d'autant plus que ces combinaisons permettent à la défense adverse de bien être en place. Et parfois, on a perdu des ballons. Il me semble que c'est Jorginho sur l'un de ces rares ballons perdus qui a engendré l'occasion de Under vendredi dernier. Donc faire attention à ça. Je voulais aussi rebondir sur l'aspect physique. Hein. Je vous disais tout à l'heure que les Suisses avaient un jour de récupération en moins et plus de voyage. Il faudra être patient, reproduire peut-être le même pressing. Hein. Ça peut ouvrir des brèches. Et peut-être que les remplaçants seront décisifs. Hein. Je pense à Chiesa en fin de match face à une défense bien émoussée, bien fatiguée, ça peut faire mal. Donc attention aussi à Mancini à bien lire le match et à faire le bon coaching. Alors Aristide vient de nous rejoindre, Aristide qui devait être là au coup d'envoi, mais qui finalement a eu quelques minutes de retard. Aristide, comment vas-tu? Oui, très bien, super bien, et vous-même. Désolé pour le retard. Pas de soucis, ça arrive à tout le monde et puis on démarre tôt cet enregistrement pour permettre à tous nos auditeurs de l'écouter. Donc on vient de parler un peu des qualités de la Suisse et de la clé du match, c'est-à-dire qu'on était en train d'essayer d'expliquer, alors c'est Rango qui nous disait ça, qu'il fallait certes être plus opportuniste devant, c'est-à-dire arrêter de vendanger des occasions, essayer d'être plus performant dans les 30 derniers mètres. Un milieu patient également, parce que la Suisse risque de jouer regroupée. Hein, et puis j'ajoutais, on en parlait avec Superlio à l'instant, que ces corners à deux, il faut arrêter. Encore une fois, comme ça là spontanément, je pense à Chiellini comme très bon joueur de tête côté italien. Je pense que Bonucci n'est pas mauvais non plus. Il doit bien avoir un ou Oui. deux autres, j'imagine, qui peuvent quand même marquer de la tête sur un corner. C'est pas possible. Enfin, à un moment donné, arrêtons ces corners à deux. On en a parlé pendant des années à Milan, mais moi, je peux plus voir ça en peinture. Mais donne-nous ton sentiment, s'il te plaît, à la fois sur la Suisse que tu as peut-être vu jouer déjà contre le Pays de Galles, pardon, et puis sur ce qui pourrait permettre à l'Italie de remporter ce deuxième match, qui, on le sait, pose souvent problème aux Italiens. Historiquement, ça s'est vu. Il y a parfois le traditionnel péché d'orgueil que l'Italie, que l'Italie ne pourrait pas se permettre de montrer, puisque on rappelle quand même qu'on n'était pas qualifié pour la dernière Coupe du Monde. Donc s'il y a bien une équipe qui doit rester concentrée, qui ne peut pas se permettre de prendre un adversaire de haut, c'est la Nazionale. Oui, complètement. Alors, je vais rebondir sur ta première question et le fait historique. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude, en Coupe du Monde ces dernières années, du moins, de bien commencer notre premier match de poule. Je pense notamment à 2014 avec l'Angleterre, je crois, où on gagne 1-0. Donc voilà, oui, le deuxième match, effectivement,
peut poser des difficultés à l'Italie, historiquement du moins. Après, moi, je vais rejoindre un peu ce que j'avais dit juste avant l'Euro, mais c'est vrai que la Turquie était l'équipe qui m'inquiétait le plus. La Suisse est peut-être l'équipe qui m'inquiète le moins. J'avoue que j'ai vu le mal du Pays de Galles contre les Suisses il y a quelques jours, et bon, j'ai trouvé que c'était quand même assez pauvre techniquement la Suisse. Hein. Bon, le Pays de Galles était pas 100 fois meilleur, hein, mais vraiment là, j'avais dit que la Suisse manquait d'individualité et qu'ils avaient un meilleur effectif l'année dernière. Je pense notamment à Steiner, etc., qui ne l'ont plus. Et voilà, effectivement, on va jouer contre une équipe regroupée. Je pense néanmoins qu'on jouera contre une équipe qui a encore moins de qualité que la Turquie. Je vous avoue que j'ai été vraiment rassuré par ce premier match de l'équipe d'Italie que j'ai trouvé très solide. Il y a vraiment peu d'équipes qui ont aussi bien joué que l'Italie pour ce premier match de l'Euro. Moi, je suis plutôt confiant. Je te rejoins tout à fait sur les corners à deux, c'est quand même plus possible. Bizarrement, cette année, notamment avec le Milan, hein, c'est quand on a arrêté ces corners à deux qu'on a commencé à marquer sur des corners de la tête. C'est pas un hasard. Comme tu l'as dit, hein, on a fait ça pendant des années avec le Milan, ça n'a mené à rien. Chiellini, Bonucci sont de très bons, voire d'excellents joueurs de tête. Je pense quand même qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Surtout qu'on a quand même des bons tireurs de coups francs qui peuvent tirer directement ou de corner. Hein. Donc non, je suis plutôt confiant pour la suite, oui. Petit correctif de Soupalio sur la victoire contre l'Angleterre le 14 juin 2014. C'était 2-1 avec but de Marquisio et Balotelli. Et j'ai une statistique supplémentaire, Pirlo qu'on disait déjà vieillissant à l'époque, ce soir-là, ça a encore ébahi les commentateurs, ça a réussi 103 passes sur 108, et oui, c'est rappelé les grandes heures de l'Italie, pour Pirlo, hein, parce que pour l'équipe cette année-là, ce fut pas extraordinaire. Bon messieurs, il va être temps justement de s'intéresser à la nationale, et quelle équipe type contre les Suisses? Soupalio, tu vas pouvoir garder la parole, faut-il des changements, et si oui, lesquels? Alors des changements de nom, hein, parce que je pense pas que Mancini refasse l'erreur de Sacchi en 96 qui avait bouleversé son équipe type pour le deuxième match contre les Tchèques, ce qui avait engendré une défaite. Je pense on va avoir la même équipe à quelques exceptions près, enfin, à une exception près, le poste de latéral droit, puisque Florenzi est blessé. Apparemment, en lisant la presse italienne, je voyais que on parlait d'un ballottage entre Toloi de l'Atalanta et Di Lorenzo. Peut-être que Toloi assurera une meilleure couverture et permettra de mieux repartir de derrière, mais Di Lorenzo pourrait apporter, par ses débordements, plus de variété dans le jeu italien qui penche très fortement à gauche. Donc à vérifier. Après, le milieu de terrain restera le même et Berardi à récupérer. Et Berardi, on ne peut pas vraiment le sortir de l'équipe type, étant donné qu'il a performé sur les dernières sélections, et le match de vendredi, il a impliqué sur les 3 buts. Donc on ne peut pas le faire sortir comme ça. Donc Chiesa est un éternel remplaçant, alors qu'il est meilleur intrinsèquement que Berardi. C'est circonstanciel en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est surprenant de voir un type comme Chiesa sur le banc. Moi, ça me sidère toujours. Il a joué quelques minutes seulement au dernier match. On espère quand même qu'il va démarrer sa compétition à un moment donné. S'il faut attendre le Pays de Galles, c'est toujours un peu dommage. Mais j'entends tes arguments. Hein. C'est toujours pareil. On garde les hommes en forme, on garde les hommes en place. C'est normal. Il y avait aussi peut-être en gros une petite incertitude sur le retour de Verratti. Il s'entraîne avec le groupe. Peut-il jouer titulaire dès demain? Oui, voilà, donc je pense que Superlio a été très complet. Il y a juste l'incertitude Verratti qui revient dans le groupe. Après, je pense que c'est peut-être un peu tôt pour le remettre en tant que titulaire. Après, d'un autre côté, Locatelli, pour ma part, je n'ai pas trouvé son match exceptionnel contre la Turquie. J'ai trouvé que c'était peut-être celui qui avait le plus déçu, peut-être un peu mangé par la pression et le fait qu'il joue son premier match en tant que titulaire dans une compétition aussi importante. Mais voilà, donc il y aura un deuxième ballottage à ce niveau-là, en plus de celui du poste de latéral droit. Et Toloi, si je ne dis pas de bêtises, était en tribune lors du premier match, donc lui aussi aurait peut-être quelques soucis physiques. Réaction de Soupalio. Oui, je voulais dire que tout dépendra de l'option tactique de Mancini. Est-ce qu'il faut un latéral droit qui monte davantage comme Di Lorenzo ou Toloi qui est plus défensif, à voir sur le match et sur l'état d'esprit pour aborder le match. Et je voulais rajouter une dernière chose. La Suisse est dans notre groupe pour la qualification mondiale. Hein. Pour l'instant, on est ex-aequo, donc on va les revoir, on va les réaffronter encore à 2 reprises pour les éliminatoires. Hein. Donc, à mon avis, ça sera à peu près le même type de match les 2 autres fois aussi. Hein.
Alors petit ajout sur Locatelli, c'est vrai que l'enjeu, la pression, etc. d'un joueur qui joue à Sassuolo, faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire que, on le disait avant l'émission d'ailleurs, c'est-à-dire que ces joueurs-là, ces joueurs italiens, pour certains d'entre eux, ne jouent pas forcément dans des grandes équipes et donc n'ont pas l'habitude de jouer des grands matchs, jouent encore moins évidemment de matchs de Ligue des Champions. Résultat, il est évident que les différentes étapes normalement qu'on franchit avant d'arriver titulaire en sélection n'ont pas été franchies. Donc il n'est pas totalement anormal qu'un Locatelli, certes très talentueux, se fasse un petit peu manger par l'enjeu. Après il n'a pas été non plus mauvais, mais c'est vrai qu'on l'avait vu meilleur par le passé dans des matchs de qualification ou des matchs amicaux. Ça reste à revoir, j'ai pas envie de l'éteindre après un match, j'espère qu'il aura l'occasion, peut-être donc précisément dès demain soir, de se montrer et de montrer ce qu'il est capable de faire. Un petit avis sur cette équipe type Aristide, et puis sur le cas Chiesa, parce que je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même assez frustrant de voir celui qui est à mon avis, alors peut-être derrière Barella, le meilleur joueur italien en activité sur le banc. Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange. Alors après, c'est vrai que dans cette compétition, on est tout le temps sur l'instant présent, parce qu'on est vraiment sur la forme récente, et je rejoins Superlio. Et puis, tu l'as dit un peu, MJ, mais compliqué de mettre Berardi sur le blanc quand il est décisif à chaque match, quoi, avec une passe D ou un but. Après, je te rejoins totalement sur le fait que Chiesa est intrinsèquement déjà plus jeune et plus physique, un meilleur joueur, un peu plus complet, je trouve. Mais dans un match comme ça, autant je suis tenté de garder en continuité avec un Berardi titulaire, autant je me demande avec une équipe, contre une équipe un peu plus physique, comme l'est la Suisse, parce que la Suisse c'est quand même des gros gabarits, je me demande si Chiesa n'aurait pas justement son mot à dire, parce que je pense qu'il correspondrait un peu plus à ce qu'on attend d'un match comme celui-ci, et d'autant que Superio l'a dit, les matchs s'enchaînent vite, donc je pense que faire démarrer Chiesa pour faire reposer un peu Berardi serait quand même opportun. Et sinon, sur le combat de latéral droit Di Lorenzo Toloi, j'hésite pas trop. Je pense que Di Lorenzo tient la barre. Toloi, il faut pas oublier qu'il a été naturalisé italien cette année, début d'année, je crois. Il a quand même 2 ou 3 matchs grand max avec l'Italie, donc c'est quand même très très peu. Quel âge a-t-il, on sait ? Quelqu'un connaît son âge ? Oh, il est pas. Ouais, je crois qu'il a 20. Il a quasiment 30 ans, Toloi. 30 D'accord. ans, c'est ça. Donc c'est il est né en encore 90. un oriundo de circonstances. C'est ce que je supporte pas. C'est-à-dire que moi j'estime qu'il faut imposer le choix de la sélection avant 20 ans. Je trouve que choisir comme ça une sélection par défaut, parce qu'à 30 ans c'est par défaut, on va pas se mentir, c'est bien regrettable. Ça, j'ai du mal avec ça. Effectivement, c'est pas un pur sang italien. Non mais c'est pas une question de pur sang, non, je le dis pas comme ça, c'est pas la question. C'est-à-dire que moi j'ai pas de problème avec ceux comme Giuseppe Rossi qui l'a choisi Sto, ça ne me dérange absolument pas. Du moment, on peut venir d'ailleurs, il y a absolument aucun souci. Mais le problème c'est quand c'est à 30 ans, c'est ça qui me dérange. On a eu le même débat sur Amauri à une époque et sur d'autres joueurs. Non, ça ne me va pas, ça comme problème. Bon, très bien, bah écoutez, nous verrons ce que ça donnera. Pas d'alerte sur le duo Chiellini-Bonucci face à un attaquant rapide comme Mbolo. T'es serein, Aristide? Non. Non, comme je l'étais pas déjà, j'avoue que pour le match contre la Turquie, je vous avoue que c'était Bourak, le joueur de Ligue 1 de 35 ans qui était contre Chiellini Bonucci, donc bon, entre 3 joueurs de 35-33 ans, ça va, mais j'avoue que moi j'ai toujours peur, et je te rejoins, c'est ce que tu avais dit MJ, mais contre un attaquant plus rapide, je doute pas des qualités de Chiellini sur son anticipation, son expérience, mais à un moment il y a la vitesse, quoi. Donc non, quand un attaquant rapide arrivera à lancer, Chiellini sera automatiquement en difficulté, et ça me fait peur. Donc moi, si ce n'était que moi, Bastoni sera déjà titulaire. Ah, bien sûr. Et voire même à Cherby en fonction de l'équipe qu'il y a en face. Alors je veux pas m'avancer, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure bien sûr, mais il faut savoir que si on regarde le tableau, l'Italie risque de rencontrer dans une éventuelle demi-finale ou quart de finale, je ne sais plus, j'ai pas regardé, la Belgique. C'est-à-dire que je crois que la Belgique est sur notre route. Donc imaginez Lukaku lancé face à Bonucci ou Chiellini. Ça risque d'être autre chose. Alors je sais que c'est pas l'heure d'en parler, je sais que je m'avance, mais à un moment donné la question se posera. C'est pour ça que ça aurait été peut-être intéressant de lancer Bastoni un peu plus tôt, mais ça c'est les choix des sélectionneurs. On verra ce que ça donnera. Nous passons au mot de la fin avec Superio. Oui, le mot de la fin pour moi va être très simple. Ne pas trop s'enflammer. N'oublions pas d'où vient l'Italie. L'élimination au mondial 2018, donc vraiment prendre les matchs les uns après les autres et savoir d'où on vient pour ne pas connaître de désillusions. C'est vraiment ça qu'il faut faire, ne pas trop s'enflammer, trouver les choses sur le terrain. Le match contre la Turquie a été très encourageant, donc avançons doucement et continuons. C'est tout ce que j'ai à dire. Rango. Pour mon mot de la fin, j'aimerais revenir sur un événement qui a marqué les derniers jours, qui est le dramatique accident qui a touché Eriksen lors du match Danemark-Finlande. Ah oui. Donc voilà,
personne n'est passé à côté de l'incident puisque les images ont fait le tour de la planète et c'était des images assez glaçantes et angoissantes pour tout le monde, je pense. Aujourd'hui, le joueur est vivant et son état semble stable, donc les nouvelles sont rassurantes, ce qui est vraiment une bonne chose et qui, qui permet de faire respirer pas mal de monde. Je voudrais juste saluer et souligner le comportement de Simon Kjær dans cet événement qui a vraiment été exemplaire et qui a guidé ses coéquipiers pour traverser cette crise sur le terrain. C'est lui qui a apporté les premiers secours à Eriksen. Il a demandé à ses coéquipiers de former un cercle autour du corps de son compagnon pour le protéger du regard des caméras qui étaient assez intrusifs. Et c'est aussi lui qui, en compagnie de Schmeichel, qui a été réconforté la femme d'Eriksen qui était en pleurs sur le terrain. Donc, quand on voit le nombre de guignols qui sont passés par le Milan ces dernières années, moi, ça me rend fier que ce soit un joueur du Milan qui se mette autant en évidence positivement. Et voilà, donc Kjær, grand homme, qui fait preuve de beaucoup de sang-froid. Et à l'heure où le Milan se cherche un nouveau capitaine, je pense que s'il y en a un qui a les épaules, c'est peut-être lui. Alors 100% d'accord sur l'intégralité de ton intervention. Maintenant, faut-il lui donner le capitanat? On en parlera ultérieurement. Moi, je dissocie les deux. C'est-à-dire que autant il faut louer, bien évidemment, l'attitude de Kjær qui a été exemplaire. Je souscris à tous tes propos. Autant le capitanat, pour moi, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Mais j'ai bien compris qu'il y aurait sans doute débat sur la question. Quel est le dernier mot, le mot de la fin d'Aristip? Pour mot de la fin, moi j'ai pas pu participer à l'émission de Italie-Turquie, mais je voulais juste revenir sur cette rencontre. J'avoue que j'étais tellement heureux du résultat final. Pour ma part, j'ai vibré vraiment pendant 90 minutes. Quel plaisir de retrouver la nationalité lors d'un match européen. Quel plaisir d'entendre cette hymne. Parce que tu nous disais que tu allais parler de tes Italiens chéris à tes camarades là. Ouais, bah oui. Alors, c'est ce que j'ai fait, c'est clairement ce que j'ai fait. Surtout avec Barella en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps de Barella n'était pas non plus parfaite. On l'a dit. Ah oui, vous l'avez dit, oui, c'est vrai, j'ai écouté l'émission. Après, Locatelli a été un peu plus en dedans, sans être mauvais, hein, mais bon, j'ai chambré mes potes, parce que c'est vrai que quand tu vois la performance de l'Espagne hier, ou de certaines autres grandes nations, pour l'instant, je vois aucune nation qui se démarque. Pour moi, l'Italie a pour l'instant fait la performance la plus aboutie peut-être les Belges. Tous les cas d'or. Les Belges, oui, c'est vrai, les Belges. Alors après, la Russie était d'une faiblesse abyssale. On pourrait dire la même chose de la Turquie, mais la Russie a offert vraiment 2-3 buts, quoi. Mais oui, à part les Belges, peut-être. Pour l'instant, j'avoue que j'ai été tellement séduit par cette équipe d'Italie. J'ai pas envie de m'enflammer, comme l'ont dit Rango non, surtout pas. Et Super Mario. Mais quel plaisir au moins de voir, de voir un peu de jeu, de voir des jeunes, notamment ce milieu de terrain qui me fait vraiment plaisir. Et je suis vraiment impatient pour la suite. C'est vrai que quand on voit le mal qu'a eu l'Angleterre à battre la Croatie, alors vous me direz c'est la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, d'accord, mais ça n'a pas été un match exceptionnel et les Anglais effectivement ont fait un bon début de match, puis ensuite ça a été beaucoup plus poussif. Bon, moi ce qui me fait plaisir dans cet Euro, c'est toujours de retrouver cette ferveur pour les hymnes, mais autour de l'équipe, en général des équipes. Là je viens de regarder juste avant l'émission les hymnes du Portugal et de la Hongrie. On voit les joueurs regroupés, comment dire, il y a un sentiment quand même qu'on ne voit pas en club, c'est-à-dire que là c'est pas le football de l'argent, c'est le football des valeurs, le football de l'attachement, le football de l'appartenance. Et c'est ça aussi qui rend, je pense, les gens accros à ce genre de compétition. Bon, autour de moi, il y a plein de gens qui aiment le foot, hein, mais qui habituellement ne regardent pas même des matchs de Ligue des Champions et qui là se remettent à regarder parce que c'est le foot qu'ils aiment. Et je trouve que tous les 2 ans, et même là cette fois-ci, ce sera du coup moins espacé, puisque dans un an on aura la Coupe du Monde. C'est très agréable, je trouve, de retrouver ce football et revoir des Italiens jouer ensemble. Hein, je le dis systématiquement, c'est tellement rare que là, c'est vrai que je vais pas bouder mon plaisir. Bon, messieurs, merci. Rendez-vous demain soir en espérant le billet pour les 8e de finale. Bonne soirée, salut. Ciao. Salut.